Bienvenue à cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va se pencher sur un concept assez fascinant, la permacomptabilité. On s'appuie pour ça sur des extraits d'un document qui synthétise les travaux de Charles Jude. Bonjour. Oui, un sujet qui interpelle. L'objectif, c'est vraiment d'analyser cette approche. Une approche qui veut carrément réinventer la comptabilité pour qu'elle serve le vivant. Bien au-delà des simples chiffres financiers, en fait. C'est ça, aller chercher ce que le texte appelle une science du vivant, dépasser la seule mesure économique. La question de fond elle est intrigante, je trouve. Comment est-ce qu'un outil comme la compta, souvent vu comme technique, froid même, Très technique, oui. comment pourrait-il s'inspirer des écosystèmes de sagesse plus ancienne pour nous aider à construire un futur, disons, plus juste, plus régénératif? C'est tout l'enjeu, effectivement. Voir si on peut changer de boussole. Alors, commençons par le constat de départ. Le document parle d'un vertige doux amer. C'est une jolie formule, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça décrit ce sentiment assez paradoxal, je crois. On est suréquipé en technologie, surinformé, et pourtant il y a une sorte de désorientation profonde. Comme si on avait perdu le nord. Un peu ça, oui. Et la comptabilité classique, celle qu'on a héritée du siècle dernier, elle semble, mal armée face aux crises actuelles. Les crises écologiques, sociales, la perte de sens aussi peut-être. Exactement. Le constat, c'est que les chiffres financiers traditionnels, ils racontent qu'une toute petite partie de l'histoire. Ah oui. Qu'est-ce qu'ils ratent? Il y a ce que le texte appelle la richesse invisible. C'est tout le capital social, le culturel, l'expérientiel, mais aussi la santé des sols, l'énergie des employés, la qualité des relations. Des choses difficiles à mettre en chiffres, j'imagine. Voilà. D'où la citation de William Bruce Cameron, qui est reprise chauvement. Tout ce qui peut être mesuré ne compte pas forcément, et tout ce qui compte ne peut pas forcément être mesuré. C'est très juste. Et ça mène à ce que le document appelle le paradoxe de l'information. C'est ça. Plus on accumule de données avec ces anciens outils, plus le sens global, il nous échappe. On est noyé sous les chiffres, mais on ne voit plus l'essentiel. Et cette approche comptable, elle n'est pas nôtre, si je comprends bien. Non, pas du tout. Elle découle d'une vision du monde bien particulière. Une vision qui sépare le sujet de l'objet, qui est obsédée par le contrôle, qui tend à tout marchandiser. On a mis le capital financier tout en haut. Exactement. On l'a sacralisé, souvent déconnecté du réel, du vivant. Et la conséquence les édite assez crûment dans le texte. Ce que l'on ne mesure pas finit toujours par s'effondrer. C'est fort comme affirmation. Ça pousse à l'action. D'où cet appel à, je cite, « démanteler ce système de comptage obsolète et de le réinventer au service du vivant ». C'est pas une petite ambition. Clairement pas. Alors justement, face à cette critique, quelle direction est proposée? Comment on redessine un nouveau nord, comme le dit le document? Alors, l'idée, ce n'est pas de fixer une destination unique, genre un modèle à appliquer partout pareil. C'est plutôt de proposer une méthode de centrage. Une méthode de centrage. C'est-à-dire se centrer sur ce qui est juste, bon et vivant, ici et maintenant. Le vrai changement, il est dans la question qu'on pose. Ce n'est plus seulement combien ça coûte. Voilà, ou combien ça rapporte financièrement. La question devient à quoi ça contribue vraiment, dans toutes les dimensions possibles. C'est pour ça qu'on parle d'une comptabilité du vivant et de la valeur multidimensionnelle. Multidimensionnelle. Et ça s'inspire de la permaculture, vous disiez. Oui, c'est une source d'inspiration majeure citée dans le texte, la permaculture et ses 3 principes éthiques. Prendre soin de la terre, prendre soin de l'humain et partager les surplus. C'est ça, redistribuer équitablement. Ça donne une base philosophique solide. L'idée, c'est d'apprendre à penser comme un écosystème. Penser comme un écosystème. C'est pas évident. Non, mais c'est s'inspirer des intelligences collectives qu'on voit dans la nature. Une forêt, comment ça fonctionne? Un réseau de mycélium? Une ruche? D'accord. Et il y a aussi cette idée d'évolution de conscience, je, nous, univers. Oui, c'est une autre dimension importante. Passer de l'individuel au collectif, puis à l'universel, à l'écosystème global. Ça permet aussi de redonner son sens premier au mot capital. Ah oui, caput, la tête. L'essentiel. Exactement. Compter pour préserver ce qui est capital, ce qui est essentiel à la vie. Pas juste pour accumuler de l'argent. C'est une vision très différente de la finance spéculative, par exemple. Ce qui est vraiment intéressant aussi, je trouve, c'est quand le document explore les racines de la comptabilité. Ce n'est pas juste une invention moderne, liée au capitalisme.
Ah non, pas du tout. Les sources rappellent que compter, organiser, chercher l'équilibre, c'est une quête humaine fondamentale, bien avant l'écriture même. Comme les quipus incas? C'est cordelettes nouées. Parfait exemple. Ça servait à recenser, oui, mais aussi à organiser la société, la réciprocité, les échanges. C'était un outil social avant tout. Ou les tablettes d'argile en Mésopotamie pour gérer les récoltes, les ressources communes. Donc, bien avant le débit et le crédit, il y avait déjà des comptes qui avaient un sens social très fort. Et même spirituel parfois. Spirituel. Comment ça? On cite l'exemple de la Maat égyptienne. La comptabilité très précise des offrandes, c'était pas juste de la gestion de stock, c'était vu comme un moyen de maintenir l'ordre cosmique, l'harmonie entre les humains et les dieux. D'accord, je vois. Ou même, plus proche de nous, la comptabilité des péchés et des mérites chez les jésuites, comme outil d'examen de conscience. Et dans le bouddhisme, la roue du karma. Chaque action est comptée, elle a des conséquences. Et avant la monnaie, c'était l'économie du don qui primait. Souvent, oui, basée sur la relation, la confiance, le lien social. Les Konugis de Colombie qui sont cités parlent encore de payer un impôt spirituel à la terre-mère, une forme de remerciement, de réciprocité. Du coup, l'arrivée de la monnaie, ça a changé la donne. Ça a marqué une rupture. C'est l'analyse qui est faite, oui. La monnaie a standardisé l'échange, c'est sûr, ça a facilité beaucoup de choses, mais en même temps, ça a commencé à dévaloriser tout ce qui n'était pas facilement monétisable. Tout ce qui n'avait pas de prix. Voilà. Et plus tard, la comptabilité en partie double, celle de Luca Pacioli à la Renaissance, ça a été une révolution pour le commerce, la finance. Ce principe d'équilibre débit-crédit, c'est très puissant. Pacioli lui-même, apparemment, y voyait un lien avec l'harmonie, la géométrie sacrée. Oui, il ne voyait pas ça comme un simple outil technique. Mais la critique qui est faite, c'est qu'en se concentrant quasi uniquement sur les flux financiers... Débit-crédit, elle a fini par masquer tout le reste. Exactement. La valeur du vivant, des relations... Exactement. Le texte parle d'une mémoire tronquée. Elle ne retient qu'une partie de la richesse réelle. C'est pour ça qu'il est important de réintroduire cette notion d'inaliénabilité. L'inaliénabilité. C'est-à-dire, c'est une idée chère à l'anthropologue Marcel Mauss. Certaines choses ne sont tout simplement pas à vendre, elles ne devraient pas être traitées comme des marchandises. La dignité humaine, la santé d'une forêt, un savoir ancestral. Sans ça, même l'échange marchand perd son sens. C'est l'idée. Si tout est potentiellement vendable, qu'est-ce qui a encore de la valeur intrinsèque? Il faut donc réimaginer la compta pour qu'elle reflète mieux nos liens au monde. D'où cette proposition de tricomptabilité. Compter les chiffres. Oui, la mesure quantitative. Compter, observer les interactions, le qualitatif. C'est ça, l'observation fine. Et compter, raconter l'histoire, le sens. Voilà, mesurer, observer et narrer, les trois ensemble pour une vision complète. Bon, alors entrons maintenant dans le moteur de cette permacomptabilité, le cube harmonique 8K. Le nom est déjà tout un programme. Oui, c'est un peu le cœur du réacteur, si on veut. C'est présenté comme une matrice de conscience, une structure pour penser la richesse autrement. Elle est basée sur le chiffre 8. Pourquoi le 8? Pour sa symbolique universelle. L'équilibre, l'infini, la régénération. On le retrouve un peu partout, du I Ching chinois à la danse des abeilles ou même la division cellulaire. L'idée, c'est de cartographier la richesse à travers 8 dimensions clés interdépendantes, les fameux 8K. Les 8 capitaux fondamentaux. Vous pouvez nous les rappeler brièvement? Bien sûr. Alors, on a 1, le K vivant, la santé physique, psychique, la vitalité des écosystèmes, le respect du vivant. D'accord. 2, le K matériel, les ressources tangibles, les infrastructures, les outils, mais avec une attention à la durabilité. Logique. 3, le K intellectuel, les connaissances, les idées, l'innovation, la capacité d'analyse. Le savoir. 4, le K culturel, les arts, les traditions, les récits qui nous lient, le patrimoine immatériel. Très important aussi. 5, le K spirituel, le sens profond, l'éthique, la vision partagée, la connexion au plus grand. Le pourquoi. 6, le K monétaire, l'argent, les flux financiers, mais attention, comme un moyen, pas une fin. Un outil au service des autres cas. C'est ça. 7, le K social, la force du groupe, la qualité des liens, la confiance, les réseaux. Le relationnel. Et enfin, 8, le K expérientiel, le savoir-faire pratique, les compétences acquises sur le terrain, l'apprentissage par l'action, la sagesse du corps, si on veut. 8 dimensions donc. C'est beaucoup plus large que juste l'argent et le matériel. Mais comment tout ça interagit dans ce fameux cube? Alors, le modèle ajoute des niveaux. D'abord, des niveaux horizontaux,
Je, nous, le collectif, l'organisation, et tout. L'écosystème global, la société, la planète. Ces échelles s'influencent mutuellement. D'accord, je, nous, tout. Et ensuite, Ensuite, il y a des concepts transversaux, qui sont un peu comme des fils qui tissent des liens entre les capitaux. Le bien, le bon, le vrai. le bien, le bon, le vrai. C'est assez philosophique. Comment ça fonctionne concrètement? Ils sont décrits comme des vecteurs ou des algorithmes éthiques. Ils orientent l'action et connectent les cas. Par exemple, une action peut être considérée comme bonne si elle améliore à la fois le cas vivant, le cas social et peut-être même le cas intellectuel, tout en étant économiquement viable, cas monétaire comme moyen. Donnez-nous un exemple simple. Imaginons une entreprise qui met en place une cantine bio et locale pour ses employés. Ça touche le cas vivant, santé, le cas social, convivialité, peut-être le cas matériel, soutien à l'agriculture locale durable, et ça a un coût, cas monétaire. L'idée est de voir comment ces cas interagissent de manière vertueuse. Je vois, ça relie les choses. C'est ça. La formule symbolique donnée, régénération holistique égale je, nous, tout, plus bien, plus bon, plus vrai. Essaie de résumer ça. La vraie régénération vient de l'harmonie entre les échelles et l'alignement sur ses principes éthiques. C'est une vision très dynamique, on est loin du bilan comptable figé. Le document parle de spirale de la régénération. Tout à fait. La croissance n'est plus vue comme une ligne droite qui monte, mais comme une spirale. Chaque tour peut soit enrichir le système, soit l'appauvrir. En quelque sorte, le texte distingue les spirales évolutives, celles qui partent souvent du soin au cas vivant, et qui, par effet domino positif, régénèrent les autres cas. Et les spirales involutives, Lesquelles? celles qui sont typiques de l'économie extractive. On maximise le cas monétaire à court terme, mais on épuise le cas social, le cas vivant, le cas culturel. On scie la branche sur laquelle on est assis, en gros. D'accord. Mais évidemment, ces systèmes vivants, même en spirale, ils peuvent se déséquilibrer. Le document parle de dissonance cognitive et de frottement cognitif. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des mots pour décrire les symptômes quand le cube harmonique n'est plus si harmonique que ça. Quand ça coince, quand il y a des tensions. La dissonance serait un déséquilibre assez profond, une vraie tension, Et les frottements? plutôt des blocages persistants, des choses qui empêchent le système de tourner rond. Pour aider à comprendre d'où ça vient, le texte propose des lois de résonance universelle. Des lois de résonance. Ça a l'air intéressant. Oui, ce sont des principes pour lire les déséquilibres. Par exemple, pour la dissonance profonde, il y a le principe de rétroaction. Ce qu'on émet nous revient. Genre, si on néglige le cas social, ça finit par nous retomber dessus. Exactement. Ou le principe de la juste place. Aucun capital ne doit écraser les autres. Souvent, c'est le cas monétaire qui prend toute la place et ça crée de la dissonance. Il y a aussi l'importance du centre, de l'intention. Spirituel et flou ou absent, ça part dans tous les sens, c'est le chaos. Et enfin, le respect des rythmes et des cycles naturels. Ignorer qu'il faut des temps de repos, des temps de croissance, ça crée de la tension. Très clair. Et pour les frottements, les blocages, on trouve des idées comme la loi de la torsion. Quand on tire trop sur un capital, ça finit par tordre ou épuiser les autres. Ou la loi de l'ombre, quand on refuse de voir ou de reconnaître certaines richesses. Celles qui sont moins visibles, comme le quai spirituel ou culturel. Par exemple. Ou même des aspects négatifs qu'on ne veut pas voir. Et il y a aussi la loi du vide fertile. Parfois, il faut juste ralentir, laisser de l'espace pour que les choses puissent se réorganiser. Ne pas toujours vouloir remplir, agir. Ça donne une bonne grille d'analyse pour diagnostiquer les problèmes. Et une fois qu'on a compris le déséquilibre, comment on agit? Il est question d'un rituel de régénération. Oui, c'est un protocole en 3 étapes pour passer du constat à l'action et essayer de retrouver l'harmonie. C'est assez structuré. La première étape, c'est l'observation. C'est ça, le bilan des 8 capitaux. Il s'agit de faire un état des lieux honnête où en est chaque cas. Ça peut passer par des questionnaires, des entretiens ou des outils visuels comme la fresque permacomptable. La posture clé ici, c'est l'humilité. Regarder les choses en face. D'accord. Et après le diagnostic? Phase 2, l'alignement de l'intention. C'est le moment de se reconnecter au 135, à la raison d'être profonde du projet, de l'équipe. Pourquoi on fait ce qu'on fait? Ça peut être un temps de réflexion, une marche en nature, un cercle de parole. L'important, c'est la réceptivité, l'écoute. Se recentrer sur le pourquoi. Et enfin,
La troisième étape. Le déploiement de la régénération. C'est le grand saut en neuf. Là, on passe à l'action concrète. On met en œuvre des projets, des initiatives qui cherchent à régénérer plusieurs capitaux en même temps. On parle de cercle vertueux. Et on suit ça comment? Avec un tableau des intentions qui va au-delà des simples chiffres financiers, on suit l'évolution des différents capis. La posture ici, c'est l'engagement, l'action consciente et l'ajustement au fur et à mesure. Le grand saut en neuf. Le neuf, c'est le symbole de cette transformation, de ce passage à un nouveau cycle. C'est l'idée, oui. Le 8 représente l'équilibre atteint et le 9, c'est le dynamisme, l'action qui permet d'évoluer vers un nouvel état d'harmonie enrichi. C'est le mouvement de la spirale qui continue. On voit bien que ça dépasse largement la comptabilité. Ça touche à la façon de gérer, de gouverner une organisation. Ah oui, tout à fait. Le texte propose même de changer de métaphore, passer du pilotage, Le contrôle, la planification linéaire, voilà, à une gouvernance organique inspirée du jardinage. le jardinage, ça évoque le soin, l'observation, l'adaptation au vivant. C'est une belle image. Concrètement, ça change quoi? Ça change pas mal de choses, hein. Le document fait un tableau comparatif. On passe d'objectifs figés à des intentions qui peuvent évoluer, de la planification rigide à l'adaptation au contexte, de la hiérarchie pyramidale à l'intelligence distribuée. Moins de contrôle, plus de feedback? Oui. Moins de reporting chiffré descendant, plus d'observations partagées, de signaux multiples, qualitatifs, relationnels. Et on ne suit plus seulement la performance individuelle, on prend soin des dynamiques du groupe, de la santé des relations. Le manager devient un jardinier de flux, un sémiologue, quelqu'un qui lit les signes, un chorégraphe de relations. Les images sont fortes. Elle montre bien le changement de posture. L'intention, quand elle est claire et alignée, devient le moteur. Il faut cultiver ce que le texte appelle un regard d'aigle. Un regard d'aigle. C'est combiner l'observation fine, sensorielle du terrain avec une vision plus large, systémique. Et utiliser le triptyque observer, contempler, puis analyser, puis agir juste, pour éviter les biais et agir de façon plus pertinente. Et même l'IA pourrait avoir un rôle là-dedans. Un bot permac comptable. Oui, c'est mentionné comme une aide possible, pour modéliser, pour aider à voir les interconnexions. Mais, et c'est crucial, guidé par la sagesse humaine et cette vision régénérative. L'outil au service de l'intention, pas l'inverse. Et tout ça, ce n'est pas juste de la théorie. Il y a des exemples d'application. Le document donne des exemples un peu idéalisés pour montrer ce que ça pourrait donner. Une école, le jardin des apprentissages, une entreprise, la ruche connectée, une ville, la cité des fraternités vivantes. Ça montre que ça peut s'appliquer à différentes échelles. Et même une feuille de route pour la France est évoquée. Oui, une esquisse, avec des phases. D'abord écouter, diagnostiquer, puis intégrer, agir, et enfin incarner pour viser une croissance régénérative. Une croissance basée sur le capital vivant, la santé des écosystèmes, des gens, la richesse des savoirs, plutôt que juste le capital boursier. Bon, on arrive au terme de cette discussion vraiment dense et riche. Si on devait résumer, qu'est-ce qu'on retient de cette permacomptabilité? C'est bien plus qu'une méthode comptable, finalement. Ah oui, clairement. C'est une philosophie, en fait. Une invitation à changer notre regard sur ce qui a de la valeur, à réconcilier l'économie et l'écologie, les chiffres et le sens, la rigueur et l'intuition aussi. C'est comme une nouvelle boussole pour essayer de naviguer dans la complexité actuelle. C'est une bonne image, je trouve. Une boussole qui nous rappelle que la vraie richesse, elle est multiple. Elle est dans les liens, dans les relations, elle est vivante. Et elle offre des outils concrets, apparemment, pour évaluer nos actions autrement. Oui, un cadre et des outils pour regarder nos projets, nos organisations avec ces lunettes du vivant, en s'inspirant de la nature, des sagesses anciennes, avec comme but l'équilibre, la vitalité, la régénération. Ça nous laisse avec une question peut-être pour poursuivre la réflexion chacun de notre côté. Oui, Si on commençait vraiment à notre échelle, dans nos vies, nos projets, nos communautés, à compter ce qui relie, ce qui prend soin du vivant sous toutes ses formes, plutôt que de se focaliser presque uniquement sur ce qui sépare ou ce qui rapporte de l'argent, qu'est-ce que ça changerait au fond? bonne question. Qu'est-ce que ça changerait à nos choix, à nos actions au quotidien ? Voilà, de quoi nourrir nos pensées pour la suite.